à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne pour ce renouveau. Avec Jean, nous avons plusieurs projets. Il va y avoir des interviews régulièrement, environ une par mois, de jeunes docteurs ou de doctorants. Nous avons aussi prévu de faire des résumés d'articles de psychologie sociale, psychologie générale ou de métasciences, qui devraient aussi sortir une fois par mois. Pour ce relancement, ce renouveau de la chaîne, nous avons eu le plaisir de recevoir le docteur Rudy Faure. Donc encore un grand merci à lui et tout de suite l'interview. Ouais, salut Rudy, merci de participer à cette interview qui est la première interview de la chaîne. Donc c'est un vrai plaisir et un honneur de te recevoir. Je vais commencer par... C'est pour moi. Merci. Je vais te laisser d'abord te présenter, faire un petit tour de ta présentation, donc savoir un peu quel a été ton parcours dans un premier temps. Donc ta licence master, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait et où? Ouais, bah déjà, bonjour, merci de m'avoir, c'est un plaisir pour moi. Donc, je m'appelle Rudy, donc j'ai fait ma licence de psychologie à l'université de Poitiers. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi. Et ensuite, j'ai aussi fait mon master à l'université de Poitiers également, master 1 et master 2. Mon master 1, je l'ai fait en 2 ans, j'ai fait une année en Erasmus à l'université de Nijmegen aux Pays-Bas. Et ensuite, je suis retourné à Poitiers pour terminer mon master 1, donc en sciences psychologiques, assez généraliste. Et ensuite, un master 2 plutôt orienté recherche, plutôt orienté psychologie sociale, psychologie cognitive. Ok, super. Tu as fait des mémoires à ce moment-là, j'imagine en master 1, master 2. Ouais, C'était avec qui en supervision et ça portait sur quoi? donc j'ai fait mes 2 mémoires de master 1 et de master 2 avec le même superviseur, c'était Armand Chattard, donc à l'université de Poitiers, au CERCA. Et donc, c'était principalement ancré sur de la cognition sociale implicite. Et donc, en master 1, j'ai travaillé plutôt sur l'effet des stéréotypes de genre et l'influence plus ou moins subliminale que des couleurs pouvaient éliciter sur des biais de mémoire autobiographique. Et en master 2, c'était toujours sur de la cognition sociale implicite, mais plutôt sur des relations intergroupes et en lien avec les préjugés et la discrimination envers les minorités, notamment les musulmans et les juifs. Ok, est-ce que tu avais eu des résultats intéressants sur ces mémoires? En Ouais, plus, on il avait me semble que eu ça s'était passé pendant les attentats, donc il y avait eu justement une partie là-dessus. ouais, ouais, ça a été un petit peu. Alors pour mon mémoire en master 2, effectivement, c'était donc sur les préjugés envers les minorités. Et donc on a fait la collection de données. Donc c'était en octobre-novembre. Et donc c'est pile au moment où il y a eu les attentats au Bataclan, notamment. Donc on a dû arrêter la collection de données à ce moment-là, parce on essayait de voir si montrer des stimuli qui rappelaient l'identité nationale, donc la Tour Eiffel, le drapeau de la France, pouvait éliciter plus de nationalisme et donc plus de biais et de préjugés envers les minorités. Et forcément, au moment des attentats, ces préjugés, ces biais-là étaient très saillants. Et les symboles Une nationaux grande aussi, du coup. saillance, et une grande saillance des symboles nationaux Ouais. également. Donc, on a réussi à trouver des effets, mais tout n'était pas très fiable, en tout cas dans cette étude-là. Mais notamment parce que on n'avait pas pu avoir autant de participants qu'on avait espéré avec nos analyses de puissance à la base. Mais donc, c'était encourageant néanmoins. Et une bonne expérience au final. Ok, super. Ensuite, ta thèse, où est-ce que tu l'as faite? Qui était en directeur? Est-ce que tu as eu des collaborateurs aussi pendant cette thèse? Oui, donc ensuite je suis parti, donc je suis retourné aux Pays-Bas. J'ai fait ma thèse à Amsterdam, à l'Université libre d'Amsterdam. Donc c'était une thèse de 3 ans et demi avec ma directrice principale, c'était Francesca Righetti. Donc c'est une thèse qui portait sur l'intégration de la cognition sociale implicite dans les relations interpersonnelles. Donc Francesca Righetti était plutôt axée euh, recherche sur les relations interpersonnelles. Et donc j'avais un co-directeur de thèse qui, lui, était à Cologne à l'époque, en Allemagne, Willem Hoffmann, qui, lui, du coup, était beaucoup plus spécialisé sur la cognition sociale implicite. Et donc l'objectif de ma thèse, c'était vraiment de lier ces deux champs de recherche ensemble. J'avais également un autre
co-directeur, Paul Van Lang, qui lui était plutôt aussi orienté relations interpersonnelles. Et donc pendant mon doctorat, j'ai fait un InDoc, et donc j'ai fait pas mal de collaborations avec le professeur que j'ai visité. Donc c'était en Floride, aux États-Unis, à l'Université d'État de Floride. Donc c'était Jim McNulty, qui lui était spécialisé sur l'intégration justement de la cognition sociale implicite dans les relations interpersonnelles. Ok, super. Donc, tu as soutenu ta thèse en septembre, il y a un an. C'est ça, il y a tout juste un peu plus d'un an. Félicitations. Maintenant, qu'est-ce que tu fais actuellement depuis un an et maintenant? Depuis un an, donc du coup, juste avant ma soutenance, j'ai réussi à obtenir un poste de maître de conf, toujours aux Pays-Bas, mais à Nimègue, donc là où j'avais fait mon Erasmus, à l'université Radboud, donc un poste de maître de conférence en psychologie sociale et des organisations. Et entre-temps, j'ai aussi réussi à obtenir une bourse de recherche, une bourse Marie Curie, pour mener un projet de recherche dans la continuité de ma thèse, donc toujours dans l'intégration de la cognition sociale implicite et de la relation interpersonnelle. Et c'est un projet collaboratif donc, entre l'Université de Nimègue, aux Pays-Bas, et l'Université d'État de Floride, que j'avais visité pendant mon doctorat. Et ce qui fait que maintenant, je suis à l'Université d'État de Floride pour les 2 années à venir pour bosser sur ce projet de recherche. Et ensuite, il y aura une dernière année après ça où je retournerai aux Pays-Bas à l'Université de Nimègue pour terminer ce projet. Toujours dans le cadre de cette bourse Marie Curie? Toujours. Ok, voilà. Super. L'Université de Floride, là, tu m'as dit, c'est Tallahassee, hein, c'est ça? C'est ça, c'est à Tallahassee. C'est l'Université d'État, Florida State University. Ok, super. On va revenir un petit peu sur ta thèse. Pendant ta thèse, donc, est-ce que tu peux présenter un petit peu les modèles ou les théories sur lesquelles tu as travaillé et les principaux résultats que tu aurais pu obtenir? Oui, bien sûr. Donc du coup, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle les évaluations implicites des partenaires amoureux. Donc les théories principales sous-jacentes à ça sont des théories sur la formation et les changements d'attitude et le fait qu'on peut avoir des réactions ou des évaluations spontanées en fonction de ce qu'on a appris de manière directe ou indirecte dans notre environnement, qui prennent la forme de représentations mentales dans notre cerveau, et ces réactions spontanées qui ensuite, avec certaines motivations ou opportunités, on peut décider de les ajuster en fonction de certaines préférences, en fonction de certaines normes. Et donc l'idée avec ça, c'était d'essayer d'appliquer ça aux relations interpersonnelles. Et l'idée que les réactions spontanées envers un partenaire amoureux peuvent être assez différentes de la manière dont on peut ensuite évaluer les relations avec ce partenaire-là, avec généralement des biais de positivité, d'essayer de voir un partenaire ou une relation peut-être de manière plus positive qu'elles ne peuvent l'être, de manière générale. Et donc l'idée, c'était d'essayer de comparer ces réactions spontanées, donc qui sont mesurées avec des mesures relativement indirectes ou implicites, avec des évaluations un petit peu plus contrôlées, généralement qu'on peut mesurer avec des questionnaires, et de voir un petit peu la différence entre ces deux types d'évaluations, de voir à quel point elles fluctuent ou non dans le temps, et qu'est-ce qu'elles peuvent impacter dans la relation. Et donc, il y a des modèles, notamment dans la cognition sociale implicite, qui sont justement spécialisés dans la formation de ces différents types, entre guillemets, d'évaluation. Et l'idée que à chaque fois qu'on va voir un partenaire amoureux, par exemple, on va avoir ces réactions spontanées qui sont principalement ancrées dans des représentations mentales qui peuvent refléter un petit peu l'accumulation d'expériences positives ou négatives avec un partenaire amoureux. Et qui ensuite, lorsqu'on a un petit peu plus de temps pour essayer de contextualiser tout ça et de mettre ça en lumière avec certaines motivations,
certains standards personnels ou sociaux, peuvent amener les gens à changer un petit peu ces réactions spontanées et les ajuster pour donner des évaluations ou des comportements un petit peu plus en lien avec les motivations de chacun. Ok. Les résultats principaux qui sont sortis et aussi les difficultés qui peuvent, euh, les difficultés que tu peux avoir à mesurer ce type de comportement de préjugé. Est-ce qu'il y en a certaines particulières dedans Ouais, bien sûr. Alors, effectivement, ces réactions spontanées, c'est des choses qu'on essaye de mesurer avec des mesures qu'on appelle indirectes, donc qui relient principalement sur des performances dans des tâches informatisées, donc principalement des tâches de temps de réaction, choses comme ça. Donc, c'est des choses qui nécessitent un peu plus de temps, un petit peu plus différents logiciels et qui, au niveau des participants, c'est un petit peu plus compliqué de faire ces tâches-là que de simplement compléter un questionnaire. Et c'est des tâches qui sont qui peuvent varier, qui peuvent être un petit peu bruyantes. Donc, généralement, ça peut être des tâches qui sont pas toujours très, très fiables. Et la difficulté, c'est plutôt essayer de collecter ces mesures implicites à plusieurs moments pour essayer d'avoir un peu plus de signal et un peu moins de bruit. Et les résultats principaux qu'on a obtenus, et qui étaient assez intéressants, c'était de voir qu'en général, les réactions spontanées ou les évaluations implicites qui sont mesurées par ces tâches indirectes sont très différentes de ce qu'on peut voir sur des évaluations plus explicites, plus contrôlées dans des questionnaires. La corrélation, par exemple, entre ces deux types d'évaluation quasiment de l'ordre de 0. Donc, deux choses qui ont vraiment rien à voir. Et ce qu'on a pu aussi observer, c'est dans des études longitudinales, c'était de voir que ces évaluations implicites ou spontanées tendent à être relativement stables à travers le temps, alors que les évaluations explicites sur des questionnaires avaient tendance à fluctuer un petit peu plus. Et elles avaient tendance à fluctuer plus en lien avec ce que les partenaires amoureux pouvaient rencontrer ce jour-là, suivant en fonction de si la relation se passait plutôt bien ou peut-être un peu moins bien que d'habitude. Alors que ces évaluations implicites, qui étaient relativement stables, ne semblaient pas vraiment bouger en fonction de ce qui se passait à un moment donné, mais plutôt en fonction de l'accumulation des expériences qui s'étaient passées au cours des derniers jours, semaines et mois. Ok. Du coup, en fait, l'évaluation explicite, elle est vraiment impactée par ce qu'on vit immédiatement, ce qui est à la conscience, on peut dire, c'est ça. Et l'évaluation implicite, elle doit peut-être plus un fonctionnement, je veux dire, bayésien, dans le sens où c'est l'accumulation, donc avec une sorte de prior qui se déplace en fonction des expériences, et ça se déplace d'un petit peu à chaque fois, c'est ça? Ça serait un petit peu comme ça, voilà. Après, j'essaye toujours d'être un petit peu prudent avec les mots de conscience ou de choses comme ça, Bien parce sûr. que je pense qu'en termes de vulgarisation, on pourrait essayer de dire ça, parce que c'est plus facile de se le représenter. Après, il y a des études, par exemple, qui montrent que les personnes peuvent avoir accès, donc une certaine conscience de ces évaluations implicites aussi. Mais effectivement, on serait plutôt sur un fonctionnement très, très dynamique pour les évaluations explicites qui peuvent être mises à jour en fonction de ce qui se passe dans l'environnement de manière très contrôlée et peut-être même de manière très consistante. Alors que les évaluations implicites semblent refléter un système un petit peu plus précaire, entre guillemets, et donc qui nécessite une accumulation de nouvelles expériences qui permettent de remettre en lumière ce qui s'est passé avant et de rechanger l'historique d'apprentissage qui a été fait jusqu'à là. Ok. Par rapport à la longueur du couple, de combien de temps la relation va durer, est-ce qu'il y en a un qui prédit mieux que l'autre? Je sais pas si tu as pu mesurer ça dans ta thèse. Si, et donc du coup, ça fait partie des autres théories sur lesquelles j'ai pu travailler et puis essayer de tester. Et c'est des théories qui suggèrent que ces évaluations implicites
euh, peuvent représenter le déterminant ou influencer l'ensemble des processus qui vont découler ensuite, que ce soit les pensées, les émotions ou même les comportements, et qu'elles vont pouvoir avoir des influences, par exemple, dans le couple, dans des conditions particulières, c'est-à-dire lorsque les personnes ont des capacités ou des opportunités limitées d'engager dans des processus un petit peu plus contrôlés et délibérés. Et donc, pour répondre ensuite à la question, elles vont pouvoir influencer la relation à travers donc, différents comportements qui sont difficiles à contrôler. Donc, on a montré par exemple dans des études que ces évaluations implicites, elles pouvaient ensuite se retranscrire dans le comportement non verbal des partenaires lorsqu'ils essayent de résoudre un conflit, par exemple. Ok. Parce que le comportement non verbal est assez difficile à contrôler par définition. On a pu aussi voir que ça pouvait influencer des décisions ou d'autres types de comportements ou même des motivations à essayer d'améliorer ou de faire des efforts pour résoudre des soucis ou de pardonner un partenaire lorsque le partenaire fait quelque chose qu'on n'apprécie pas forcément. Lorsque c'est dans des conditions où les personnes sont plus fatiguées ou n'ont pas forcément toujours la motivation ou la possibilité d'engager dans des processus de réflexion un petit peu d'ordre supérieur. Et donc, ils vont pouvoir petit à petit, dans la vie de tous les jours, influencer la manière dont les couples vont interagir. Et donc, sur le long terme, potentiellement influencer aussi la trajectoire de la relation. Et il y a des études, par exemple, qui ont montré que les évaluations implicites mesurées à un instant T pouvaient prédire la trajectoire de la relation plusieurs années après, ce qui n'était pas toujours le cas pour les évaluations explicites, qui pouvaient être peut-être un petit peu biaisées par des biais de positivité ou des illusions un petit peu positives qu'on a vis-à-vis de nos relations. Ok, donc ouais, c'est vraiment plus le meilleur prédicteur au final, c'est l'évaluation implicite qui C'est prédit le ça. mieux. Ouais. Après, il n'y a pas énormément d'études sur ça. Ouais. Donc, ça reste, pour l'instant, c'est des résultats qu'on a pu observer. Après, c'est des choses qui méritent d'être répliquées et qui méritent euh, d'être d'être aussi étendues et améliorées, parce que généralement, même si c'était des études longitudinales, ça reste des corrélations. Mais il y a certaines études qui ont pu utiliser des méthodes un petit peu expérimentales pour manipuler ces évaluations implicites par du conditionnement évaluatif, par exemple, et qui ont pu réussir à montrer des résultats intéressants sur des améliorations de la qualité du couple à travers quelques semaines. Donc, c'est des résultats qui tendent à soutenir cette idée. Ok, Pour ça l'instant. donne aussi un peu d'espoir là-dedans. Un truc. Super. Aussi, je vais faire peut-être rapidement un lien avec ce que je connais, la fatigue mentale, euh, en psychosocial, donc l'ego depletion, même s'il y a des nuances entre les deux. Euh, et donc, quand on serait mentalement fatigué, donc on arrive moins bien à contrôler nos processus, c'est là où l'évaluation implicite va plus revenir en avant. Hein. C'est ce que tu disais un peu tout à l'heure avec la fatigue. Donc c'est là Exactement. ça va plus influencer. Ouais. Ça. Exactement. Et c'est des résultats qu'on a trouvés notamment dans les travaux que j'ai faits dans ma thèse, où lorsqu'on essaye d'augmenter la charge mentale des participants, ou quand on mesure leur capacité, on va dire, intrinsèque à être plus ou moins bon à l'autocontrôle, c'est là où on se rend compte que dans des situations où ils sont où il y a plus de charge mentale, ou pour les personnes qui ont des facultés ou des dispositions un peu plus basses que d'autres en termes d'autocontrôle, c'est généralement dans ces conditions ou pour ces personnes que les évaluations implicites prédisent le mieux les comportements. Ok, super. Alors, petit point aussi, c'est, tu m'avais dit, quand on avait déjà discuté, l'autocontrôle, toi tu l'as mesuré avec une tâche de Stroop, hein, c'est ça? C'est la performance que tu avais mesurée lors d'une tâche de Stroop. Ouais, Exactement, ok. c'est ça. Ok. Actuellement, donc, quelles sont les théories sur lesquelles tu travailles actuellement, donc, maintenant que tu es en Floride, et quels sont alors, je pense pas que tu aies déjà des résultats, peut-être que si, tu vas me dire, ou si jamais tu les as pas, quels résultats tu penses obtenir avec les manipulations que tu fais actuellement et les théories sur lesquelles tu travailles.
Les théories avec lesquelles je travaille en ce moment, c'est donc ce que je fais en fait, c'est dans la continuité des Ouais. travaux que j'ai effectués pendant ma thèse. Donc, c'est principalement les mêmes théories ou en tout cas les mêmes champs théoriques. Donc, principalement des théories sur les changements et la formation des attitudes. Donc, je pense notamment au modèle associatif et propositionnel des évaluations de Gavronsky et Bodenholzer ou le mode modèle de Fazio, donc principalement des théories sur l'idée que ces évaluations implicites euh, vont être un petit peu plus lentes à changer et peuvent changer avec une répétition de nouvelles expériences qui vont être plus ou moins positives, par exemple avec un partenaire amoureux, opposées, par exemple, aux évaluations un peu plus explicites qui lorsqu'on trouve que une nouvelle information est convaincante ou pertinente, on va pouvoir ajuster nos évaluations explicites de manière un petit peu plus rapide. Donc ça, c'est ce qu'on appelle généralement des théories sur les processus duaux, Ok. avec cette idée de processus plus ou moins automatiques qui seraient sous-jacentes aux évaluations implicites, et des processus un petit peu plus contrôlés délibératif qui serait sous-jacent aux évaluations explicites. Après, il y a des nouveaux modèles qui sont sortis depuis plusieurs années, mais qui ont de plus en plus de soutien récemment, qui sont des modèles plutôt de processus uniques. Ce ne serait pas Ok. forcément deux processus qui seraient vraiment distincts, mais un seul et même processus, et en fonction de où est-ce qu'on tape dans le processus avec différentes mesures, par exemple, ça pourrait refléter plutôt des réactions automatiques, et donc peut-être quelque Mhm. chose qui est plus en lien avec les évaluations implicites, ou plutôt des processus qui ont pu avoir un peu plus de contrôle et qui reflèterait plutôt les évaluations explicites. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien intégrer maintenant dans mes nouvelles recherches, essayer de regarder un petit peu les différentes prédictions que ces deux types de modèles, les processus duaux et les processus plutôt uniques, font, et d'essayer de voir à quel point ça peut nous aider d'améliorer notre capacité à comprendre et à prédire la formation et la fluctuation de ces différentes évaluations et de leur capacité ensuite à influencer, par exemple, les comportements. Ok, super intéressant. Euh, quels sont les résultats que tu penses obtenir? C'est assez prédictif, donc là ça va être très spéculatif, j'imagine. Mais Ouais. est-ce que tu as déjà une petite idée de ce que tu pourrais obtenir ou... Alors, les idées qu'on a pour l'instant, c'est d'essayer de penser à de faire une étude longitudinale très intensive avec ce qu'on appelle des parties un petit peu euh, journalières où on va récolter des données avec des couples tous les jours, et on va essayer de Ok. les suivre ensuite de manière très fine pour avoir des reports tous les jours Ça et serait pendant ensuite de combien de les temps? suivre. L'idée, ça serait de faire une étude longitudinale pendant 6 8 mois. Ah oui, donc avec des Euh, rapports tous les jours, ouais. Ok. alors, ça serait pas pour faire ensuite des collections de données tous les jours avec ces Ok. couples, ça serait Ah, un peu trop lourd. Mais en tout cas, en effet. d'avoir certaines portions pendant ces six Ok. huit mois où en fait, on va pouvoir collecter des données tous les jours et ensuite toutes les semaines et ensuite tous les mois, avec au milieu d'avoir différents types de manipulations qui pourraient taper soit sur ce qu'on va plutôt taper sur les processus automatiques ou sur les processus contrôlés ou sur les deux à la fois. Et l'idée, ça serait d'essayer d'améliorer ces évaluations implicites pour essayer de répondre à des questions, de savoir si elles ont vraiment un rôle causal euh, dans les relations amoureuses, et de savoir un petit peu, peut-être, d'en savoir un petit peu plus sur leur nature, savoir si elles sont automatiques ou plus contrôlées. Est-ce qu'on parle plutôt d'un processus ou de plusieurs processus? Euh, Aujourd'hui, si je devais prédire, c'est très difficile. Ouais. C'est une question qui reste empirique. Euh, pour l'instant, de ce que j'ai pu voir de mes propres travaux, des travaux qui sont faits en général dans cette thématique ou même dans d'autres, ça semble très compliqué. Il y a des éléments qui semblent supporter un petit peu plus l'idée de processus duo, d'autres éléments qui sont
plus en lien avec des processus uniques. Donc, il est très possible que ce soit un petit peu une intégration de ces deux types d'approches. Ouais. Et donc, je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Ok, super. Bah, on a hâte de voir aussi les résultats. J'espère que tu nous partageras. Peut-être pour une deuxième interview. Avec plaisir. Pour l'avenir, quels sont les thèmes sur lesquels tu aimerais travailler? Où est-ce que tu aimerais travailler? Est-ce que si tu as une destination, imagine, tu peux vraiment partir où tu veux, où est-ce que ça serait? Et avec qui tu aimerais travailler aussi? Question intéressante à laquelle je n'avais pas forcément réfléchi. Où est-ce que j'aimerais travailler? Alors, j'ai pas forcément un endroit particulier ou un labo particulier en tête. C'est plutôt en fonction des conditions de travail, de savoir en fonction de d'où s'orientent mes recherches d'ici 5, 10 ans. Peut-être qu'à ce moment-là, il y aura des opportunités intéressantes dans tel pays ou dans tel labo. Donc à partir du moment où c'est un endroit qui est un endroit stimulant et où il est possible de faire des recherches dans des bonnes conditions, j'ai envie de dire, ça serait là où j'aimerais être. Pour l'instant, je me vois plutôt ensuite rester en Europe, mais bon, c'est toujours un petit peu difficile Ouais, à puis prédire. t'es ouvert du coup à aller n'importe où au final. Même Ouais, si t'as je une reste préférence, ouais. ouvert. Ok, Exactement. Donc, à voir tant d'un point de vue professionnel, mais aussi personnel, évidemment. bien sûr. Où est-ce que ça, c'est le meilleur compromis. Et avec qui, pour l'instant, j'ai des très bonnes collations, ouais, aussi, collaborations avec différents chercheurs, donc en Floride, aux Pays-Bas, un petit peu aussi en Allemagne. Notamment avec les personnes que j'ai citées un petit peu plus tôt dans la vidéo. J'ai pas forcément de noms qui me viennent en tête. Encore une fois, ça dépend vraiment des recherches et de qu'est-ce qui est le plus pertinent à ce moment-là. Mais j'aimerais continuer les recherches toujours dans cette intégration de la cognition sociale implicite dans les relations interpersonnelles. Et j'aimerais, dans l'idée, pouvoir ensuite ouvrir un petit peu plus et agrandir mon champ de recherche. Donc, notamment, j'ai été impliqué dans là des travaux avec notamment des étudiants de master sur des interventions qui visaient à tester l'effet des nouvelles technologies dans le couple, notamment l'utilisation du smartphone et de voir à quel point ça pouvait être quelque chose qui pouvait créer des interférences dans les relations de couple et essayer de voir à quel point on peut, c'est compliqué d'éviter maintenant les nouvelles technologies, mais de faire pour trouver des solutions pour que ça crée moins d'interférences. Et d'essayer de trouver un petit peu d'autres thématiques qui sont toujours un peu en lien avec que ce soit des processus plus ou moins automatiques dans les relations interpersonnelles, mais qui en fait visent à étudier différentes questions et différents topics. Ok, super. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre sur les réseaux sociaux? Je crois que tu as Twitter, ResearchGate. Est-ce que tu en as d'autres sur lesquels on peut te suivre? Alors oui, j'ai un Twitter, Rudifort. Je Je mettrai suis tous les aussi liens en description. sur ResearchGate. J'ai aussi un LinkedIn. Ça fait longtemps que j'ai voulu essayer de travailler sur créer mon propre site web, donc ça pourrait être aussi un bon tremplin pour moi d'utiliser maintenant cet engagement social pour le créer. Donc, je vais voir ça, mais ça serait principalement sur ces plateformes-là, j'imagine. Et puis sur Google Scholar, j'imagine aussi. Ok. Merci beaucoup d'avoir participé à cette première interview. Ça se fait de toi un peu le parrain de ce format de vidéo. Voilà. Eh ben, j'en suis très fier. Et encore merci et je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Et puis, bah, du coup, à la prochaine. À la prochaine.